Chaque jour qui passe, nous sommes au rendez-vous pour vous donner l'évolution de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à votre tranche Zoom Eco Live et bienvenue à ce numéro qui sera consacré notamment aux dépenses prévues par le gouvernement de la République démocratique du Congo au profit de la défense nationale en 2025. Nous parlerons également de cette campagne de sensibilisation de jeunes à la lutte contre la corruption. Et puis nous ferons un petit tour dans l'est de la République démocratique du Congo pour parler de l'évolution de la situation sécuritaire. Débutons avec de nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour la suite. On y va. Le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce l'ouverture d'une adjudication des obligations de trésor en dollars américains ce mardi 4 mars 2025 d'un montant total de 50 millions de dollars américains. Ces indications sont fournies via un communiqué du ministère des Finances du 27 février 2025 signé par le ministre du tutelle Doudou Fwamba Likunde. À en croire ce document, le taux d'intérêt pour cette opération financière est maintenant à 9% pour une maturité de 18 mois. Plus de détails sur zoom-copanet. Jules Alinguete, inspecteur général et chef de service de l'inspection générale des finances, a plaidé pour l'amélioration des conditions de travail de magistrats de la République démocratique du Congo, gage pour une lutte efficace contre la corruption et les antivaleurs qui minent les institutions publiques. C'était lors du lancement de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption et le patriotisme, le lundi 3 mars 2025 à Kinshasa. Face à la corruption, au détournement de deniers publics et à la prolifération des antivaleurs dans la gestion publique, la justice reste le dernier rempart, a déclaré Jules Alinguete. Ces derniers estiment qu'une justice efficace passe avant tout par l'amélioration des conditions de travail de magistrats et les moyens mis à leur disposition par le gouvernement en ce qui concerne la rémunération, le frais de fonctionnement et les infrastructures de travail. Plus de détails sur zoom-copanet. Après plusieurs sanctions subies par le Rwanda, une autre vient de tomber, pas la moindre. Le Canada, à son tour, le sanctionne pour violation flagrante de la souveraineté et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué conjoint, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, le ministre du Développement international Ahmed Hussein et la ministre de la Promotion des exportations Marie ont condamné dans le terme le plus ferme la progression du mouvement du M23 qui a récemment pris le contrôle de plusieurs villes dont Goma et Bukavu. Plus de détails sur zoom-copanet. Le gouvernement du Japon a déboursé la somme de 90 765 dollars américains pour pouvoir financer le projet de construction du centre de formation professionnelle dans la commune de Lantsele à Kinshasa. Inauguré récemment en présence de l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Ogawa Hidetoshi, ces projets est financé dans le cadre de l'aide non remboursable du Japon aux micro-projets locaux, contribuant ainsi à la sécurité humaine. Selon l'ambassadeur du Japon, ce projet est le fruit d'une collaboration étroite et fructueuse avec la synergie des initiatives et des actions en faveur de la femme et de l'enfant. Plus de détails sur zoom-copanet. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons prendre notre toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Judith Tonamaka. Alors Judith Tonamaka, bienvenue. Merci Guy. On va démarrer avec vous, bien sûr, en prenant avant tout l'évolution du taux d'échange. Qu'est-ce que l'on peut retenir en République démocratique du Congo? Bien, concernant le taux de change en République démocratique du Congo, commençons par l'officiel où présentement un dollar se change à 2854 francs, un franc CFA vaut 4,55 centimes et un euro revient à 2988 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous avons pointé Delvaux et dans ce lieu, un dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 4,60 centimes et 1 euro se négocie à 2999. Parlons cette fois-ci de cette enveloppe prévue par le gouvernement de la RDC au profit de la défense nationale pour cette année 2025. Notons tout d'abord que la République démocratique du Congo est engagée depuis plus de 2 ans maintenant dans les opérations militaires à ce jour dans la partie est du pays, notamment dans le nord Kivu, contre les terroristes du M23 soutenus par l'armée régulière rwandaise. Et face à la détérioration de la situation sécuritaire,
à Goma. Le président de la République avait d'ailleurs ordonné au gouvernement de la République démocratique du Congo de lui soumettre justement des mesures strictes de réduction des dépenses publiques afin de subvenir à l'effort de guerre. Et pour cette année, l'analyse du budget 2025 révèle que le gouvernement a prévu de débourser 3 322,7 milliards de francs congolais dans le secteur de la défense nationale. Et l'examen du document sur les prévisions des dépenses du budget 2025 renseigne que 7,43% du budget sont destinés aux dépenses de la défense nationale, et de ce montant, la défense militaire prend à elle seule près de 6%. Les autres affaires concernant la défense ainsi que la recherche et le développement prennent moins de 2%. Mais alors, comment se fera la clé des répartitions? Alors Guy, concernant la répartition de cette enveloppe prévue en faveur de la défense nationale, au cours de cette période, la direction d'acquisition des approvisionnements va coûter 119,9 milliards de francs congolais, la direction de corporation militaire 3,4 milliards de francs congolais, la première zone de défense 3,8 milliards de francs congolais, deuxième zone de défense 3,1 milliards de francs congolais, troisième zone de défense, 3,6 milliards de francs congolais. Les corps des services de santé militaire va coûter 9,4 milliards de francs congolais. La cellule de gestion des projets et des marchés publics va coûter 587,1 millions de francs congolais. En voilà quelques-uns, cités si haut. Merci beaucoup à vous, Julie Tounamaka, pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Qu'est-ce que l'on peut retenir sur cette campagne de sensibilisation de jeunes à la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo? Adassa Grace nous présente les dossiers avec plus de précision. Alors, Adassa Grace, bienvenue. Merci. J'aimerais avant tout que nous puissions circonscrire le sujet retenu. Vous parlez ici de cette campagne de sensibilisation de jeunes à la lutte contre la corruption. Mais la question qui me passe à l'esprit, d'ailleurs, est déjà pour commencer, dans quel contexte cette campagne a vu le jour? Au fait, cette initiative fait l'écho de l'année internationale de la lutte contre la corruption et du patriotisme proclamée par l'ONU. Alors, particulièrement en République démocratique du Congo, elle prendra la forme d'une série d'actions ciblées visant à insuffler aux jeunes un sens accru de la responsabilité civique, de la bonne gouvernance et à les sensibiliser aux efforts dévastateurs de la corruption. Il faut signaler également que cette campagne a été lancée le lundi 3 mars 2025 et présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans un contexte où la République démocratique du Congo a quand même enregistré de progrès en matière de gouvernance grâce notamment à l'action de l'inspection générale des finances. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour pouvoir instaurer une véritable culture de la responsabilité. Alors, c'est une campagne qui a réuni un nombre important de jeunes. J'aimerais qu'on parle de l'échéance. Combien de temps ça va durer et quelle a été la catégorie des jeunes ciblés? Voilà, cette activité s'étendra sur toute l'année 2025 et concerne plus de 2000 jeunes issus principalement de milieux scolaires et universitaires. Le but est clair de pouvoir éradiquer la corruption, cette tare endémique qui freine le développement du pays et promouvoir un patriotisme véritable chez une jeunesse déterminée à pouvoir construire un Congo meilleur. Pour finaliser les préparatifs, l'inspecteur général des finances, chef de service Gilles Alingué Tekei, a rencontré le jeudi 27 février dernier la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo. Et pour enrichir un peu, je dirais aussi que pendant cette campagne, il y a eu intervention du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui pendant son intervention a martelé sur un point essentiel. Il a souligné que si les détourneurs de fonds publics ne seront jamais sanctionnés, alors la lutte contre la corruption restera inefficace. C'est une campagne que l'inspection générale organise en partenariat avec d'autres structures étatiques. Quelle sera la part de responsabilité de tout un chacun? L'apport, bien sûr. Voilà, pour bien mener cette campagne soutenue, l'UGF y a associé plusieurs ministères, notamment de la jeunesse, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et universitaire, sans oublier le ministère de la Justice et garde des Sceaux. Ces départements gouvernementaux se chargeront de la diffusion de messages et de l'organisation de conférences et de forums dans les universités et dans les écoles. Ainsi, les jeunes auront l'occasion de pouvoir participer à des conférences et débats, à de
forum et des discussions où des experts et de responsables politiques reviendront sur le danger de la corruption, mais aussi sur l'importance d'un patriotisme sincère dans la construction d'une nation plus forte. Voilà pourquoi la mobilisation de jeunes est désormais perçue comme un levier essentiel pour pouvoir inscrire ces valeurs dans la mentalité de demain. La nouvelle génération également saura prendre la réalité et poursuivre les efforts en cours. Merci beaucoup à vous, Adassa Grace, pour cette précision. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Parlons cette fois-ci de la continuité de cette tournée initiée par la Première ministre Judith Suminwa. Aujourd'hui, elle se retrouve au Congo central. Elle a été accueillie par le gouverneur de province Grace Bilolo et toute la notabilité du coin. Le chef du gouvernement a inscrit sa mission dans cette province stratégique de la RDC sur le plan économique, dans la continuité de celles entreprises dans le Nord Kivu et Sud Kivu avant l'occupation illégale de l'armée rwandaise et des supplétifs de la coalition M23 AFC. Je vous prie donc de suivre ce propos recueilli de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka et on se retrouve juste après pour le détail. C'est parti. Cette tournée, d'abord, vient à la suite de celle que j'avais déjà commencée quand j'ai été investi par l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, j'avais été à Bukavu, j'avais été à Goma pour apporter le soutien du gouvernement à la population qui est à l'Est. Aujourd'hui, je continue ma tournée dans un contexte particulier et il est important de soutenir à travers le Fonds populaire le pays, le président de la République, indiquer que nous sommes tous solidaires avec la population de l'Est, que nous sommes tous unis, parler de la cohésion nationale et aujourd'hui dire 30 ans de guerre, de conflit, ça suffit, Congolais, Téléma, pour m'appeler Oeza Bisso. C'est le message que je suis venu transmettre et partager. Mais ça fait partie des messages que j'ai à partager. Congolais, Téléma, pour m'appeler Oeza Bisso, mais si tu lingi que mboka na biso ke liboso, il faut que biso tous à la sérieux na makamundere tous là, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, tous à la patriote pour to linga mboka na biso. Autre chose à présent, nous nous rendons dans l'Est de la République démocratique du Congo pour parler de l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie de la RDC. Ah ben oui, les sanctions ne cessent de pleuvoir contre le Rwanda, les tensions diplomatiques entre ces pays et ses homologues continuent à se détériorer au détriment de l'aide apportée au pays après la Belgique et le Royaume-Uni. En fin février, c'est au tour de l'Allemagne ce mardi de suspendre les aides en développement vers le Rwanda. Une aide exprimée à 50 millions d'euros dans le budget du pays. On parle ici du Rwanda. Et pour avoir plus de détails, nous recevons Gardi Diana qui sera avec nous tout de suite après ceci. Gardi Diana, bienvenue. Merci. Alors, on doit dire que le front diplomatique produit déjà des résultats avec notamment les différentes sanctions qui ne cessent de pleuvoir et resserrer même la situation autour de Paul Kagame, le gouvernement de Kigali. J'aimerais parler de la toute dernière en date, celle de l'Allemagne. 50 millions d'euros retirés d'aide humanitaire. Est-ce qu'avec ces genres de sanctions, on peut mettre à genoux le Rwanda ? Au point de lui faire regretter ses actions. Est-ce qu'au point où nous en sommes, l'idée c'est de pouvoir mettre à genoux le Rwanda? Je pense que l'optique du monde est connue aujourd'hui. L'idéal c'est de nous emmener autour d'une table de négociation, autour d'un dialogue. J'ai toujours dit que c'est ça le schéma voulu. Parce que vous vous souviendrez, si vous regardez, l'ensemble des États estiment qu'il n'y aura pas de solution par la guerre. Et qu'aujourd'hui, le Rwanda, avec ses supplétifs, sont justement dans ces dynamiques parce que dès le départ, Kinshasa s'est montré inflexible sur les conditions, les termes tels qu'il voulait, notamment discuter avec le M23. Aujourd'hui, il est vrai que dans l'approche, dans le front diplomatique, comme vous évoquez, il y a quelques victoires, notamment cette sorte de cristallisation de la question de la RDC sur la scène européenne particulièrement. Et donc, pour moi, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, je pense que c'est un instrument diplomatique utilisé. L'objectif, c'est de pouvoir contraindre Kigali à se rétracter un tout petit peu, privilégier justement ces dynamiques de paix. Mais sinon, c'est aussi un élément essentiel, positif dans ce front diplomatique qui permet à ce que le monde voie le Congo différemment. Vous parlez du dialogue, dialoguer, mais quel dialogue, quel format de dialogue?
Le même format qu'on a toujours utilisé depuis toujours, ça veut dire qu'il faut se retrouver autour d'une table et le protagoniste dans cette guerre-là, discuter et trouver une paix durable. C'est ça le format, c'est ce que le monde attend de nous. Et Kinshasa est prêt à négocier, mais pas avec le M23, parce que Kinshasa estime que s'il y a une négociation avec le M23, il y a les accords de Nairobi, s'il y a des exigences, si jamais il y aurait de reliquats en termes de revendications du M23 qui ne seraient pas honorés, je crois qu'il y a un cadre qui existe depuis un certain moment, et malheureusement, le M23 est dans une posture de renouvellement politique. Le M23 aujourd'hui, dans l'idée de pouvoir faire évoluer, est tout chamboulé. C'est malheureusement le terme que Kinshasa ne veut pas entendre, mais ces éléments diplomatiques permettraient à ce que de pouvoir ralentir un peu et stopper pendant un moment cette dynamique agressive. Il s'observe quand même un comportement presque anormal du côté de Kigali avec les régulières sorties médiatiques de Kagame, le président du Rwanda, mais aussi la récente déclaration de Corneille Nangaa. Comment vous justifiez cela? Bon, la récente sortie de Corneille Nangaa, oui, moi j'ai ressenti l'énergie du désespoir. Et c'est là où je dis que beaucoup de politologues s'accordaient à dire maintenant Kinshasa devra trouver une porte de sortie pour ce genre. Parce que ceux qui ont eu la chance de lire L'art de la guerre avec Sun Tzu, c'est que l'énergie du désespoir peut pousser quelqu'un à faire des choses irréparables qu'on regrette après, mais dont les dégâts sont importants. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette dynamique-là, le plus grand travail à faire, c'est Kinshasa. Et il ne faudra pas qu'on se voie la face. Aujourd'hui, Kinshasa, une part des responsabilités dans cette situation, c'est, par exemple, aujourd'hui, le chef de l'État a compris que la question de la dynamique interne, notamment les questions d'ordre politique, sont les éléments qui servent de carburant aux revendications fallacieuses pour justifier ce genre d'agression, alors que si vous regardez, Nangaa et son équipe font pire que Tshisekedi. Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un d'un régime de dérive dictatoriale pendant que vous massacrez les gens au quotidien. Et c'est ça le paradoxe de cette politique-là. Ce qui prouve à suffisance que les ambitions sont bien au-delà des questions d'ordre politique. Mais au-delà de ça, le Rwanda, qui a également des intérêts qui justifient sa présence par ses envies économiques aujourd'hui, sans que les autres bailleurs de fonds, les autres partenaires, sont plus avec. Mais comment comprendre sur le terrain ces actes criminels qui se posent, notamment les arrestations arbitraires dans les hôpitaux, l'insécurité qui continue à battre son plein? On dit en politique, ce par quoi on acquiert le pouvoir, c'est ce par quoi on le conserve. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de faire fléchir Kinshasa autour d'une table. Kinshasa n'entend pas voir les choses de cette manière-là. Ils ont pris les armes, ils ont conquéri de villes. Malgré des avancées militaires, Kinshasa est resté droit dans ses bottes, ne veut pas évoluer. Or, la guerre, on sait quand on commence, on ne sait pas quand elle finit. Parce qu'aujourd'hui, si le Rwanda était justement ce tremplin par quoi passer l'aide militaire pour le M23, si le Rwanda se sent touché dans son portefeuille et que fragilisé dans sa capacité de mobilisation, ça veut dire que même la guerre prendra d'autres tournures. C'est à ce niveau-là qu'il y a de l'incidence sur les faits de guerre sur place. Les gens diront, écoutez, mais ces gens-là ont déjà créé des espaces économiques qui leur permettent de pouvoir financer leur guerre. Mais ils le font avec quoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme valeur marchande? C'est les matières premières. Or, ces matières premières qui sortent par voie illégale doivent trouver preneur sur un marché. Si aujourd'hui l'Union européenne, qui est la principale source d'achat de ces matières premières, décide de se dissocier, ça veut dire qu'on coupe un peu cette dynamique de guerre de son économie. Et c'est à ce niveau-là que ça porte. Mais maintenant, le problème, est-ce que c'est de nature à pouvoir mettre définitivement fait à la question? Donc je crois qu'après, l'idée, il faut que cette communauté internationale continue à agir pour que les deux parties se retrouvent autour d'une table et trouver une solution. Au cas contraire, ça serait à Kinshasa de pouvoir activer l'approche militaire qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas activée. Question de pouvoir profiter du côté fragile de ces mouvements rebelles pour finalement leur faire taire. Mais un peu comme en 2012, quoi qu'on est arrivé à bout de M23, on a quand même, parce que c'était, bon à l'époque, on nous parlait des légitimations, des revendications politiques, il était quand même important de les écouter. Mais aujourd'hui, on croit que ces dynamiques-là ne passent pas. On sait qu'aujourd'hui, le M23 n'a aucune revendication politique à demander à Kinshasa et que c'est un instrument pour pouvoir mettre à genoux la République. Donc, c'est à nous de pouvoir aussi trouver un moyen de pouvoir mettre fin à cette situation. Merci beaucoup, Gardi Diana. C'est à moi de vous remercier. Situation sécuritaire toujours, rendons-nous à Goma dans le Nord Kivu. Les hôpitaux ne sont plus des lieux sûrs. Des vagues d'arrestations y ont été signalées par le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui accuse directement le terroriste de M23 soutenu par le gouvernement de Kigali. L'ONU rappelle que les hôpitaux doivent être respectés et protégés en vertu du droit international
humanitaire. Nous y reviendrons avec plus de détails. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prenons cette fois-ci la rubrique Zoom Wende avec Naomi Kandé qui nous apporte des précisions sur le prix de fruits et légumes en cette période où les femmes sont à l'honneur. Nous allons revenir juste après. Débutons notre marché du jour avec le safou qui varie entre 500 francs et 1000 francs par botte. On retrouve progressivement l'apparition de poilus qui revient entre 300 francs et 1000 francs. Comme légumes, on retrouve le pointe noire sur le marché de Kinshasa à 1000 francs la botte. L'oseille, connue sous le nom de Ngaïngaï en lingala, coûte actuellement 500 francs. Pour tous les fans de feuilles de patates douces, de son nom en lingala Matembele, la botte est fixée à 1000 francs. Une tomate fraîche revient à 500 francs. On le trouve également à 800 francs. Dans un autre coin du marché, 2 tomates fraîches revient à 1500 francs. Pommes rouges et vertes se fixent actuellement à 500 francs et 1000 francs, tout en dépendant de la mesure que vous souhaitez vous procurer. Clôturons ces marchés avec un oignon qui varie entre 300 francs et 1500 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.